Et donc, évidemment, on est très heureux de recevoir nos invités, Céline Masson, Caroline Eliachef, qu'on ne présente plus, mais on va quand même brièvement les présenter. Céline Masson, psychanalyste, professeure de psychopathologie clinique à l'université d'Amiens, Picardie, Jules Verne, et co-directrice de l'Observatoire de la Petite Sirène. Caroline Eliachef, psychanalyste, pédopsychiatre, et également co-directrice de l'Observatoire de la Petite Sirène. Le grand public, je dirais, vous a connu il y a quelques années au moment de la parution de l'ouvrage que vous avez coécrit, La fabrique de l'enfant transgenre. Et comme le disait Nathalie, on est très content aussi de ce rapprochement entre nos deux observatoires, avec, je crois, quand même, de toute façon, beaucoup de membres en commun. Enfin, je ne sais pas combien, à vrai dire, Mm. mais un certain nombre. Et puis, évidemment, des positions et des valeurs assez proches. Donc, ça semble assez naturel. En tout cas, ce soir, on vous accueille pour échanger avec vous et pour vous entendre aussi sur un sujet que vous connaissez très bien, celui de la transidentification. Alors, déjà, le choix du mot probablement méritera d'être, je ne sais pas, d'être justifié, en tout cas de faire l'objet de précision, parce que c'est un champ dans lequel les mots comptent. Hein. Vous avez d'ailleurs, enfin, je sais pas, je veux pas diffuser une information secrète, mais il y a une charte qui se prépare que vous avez introduite par la citation célèbre de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde. Voilà. Donc le choix du terme, peut-être que vous nous en direz quelque chose. Dans l'actualité de ces questions-là, il y a le fameux rapport que vous avez rédigé avec le soutien, je ne sais pas comment il faut dire, du groupe LR au Sénat, et puis peut-être d'autres choses, je ne sais pas ce que vous nous raconterez ce soir, mais enfin voilà, une actualité chargée autour de ces questions-là. Donc je vous laisse la parole, Céline Masson et Caroline Eliachef, et merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Bon, merci beaucoup à vous de nous inviter et on va peut-être partir de l'actualité. Effectivement, nous avons là rédigé ce qu'on a appelé une charte, bon, pour en finir avec le diagnostic de dysphorie de genre, puisque effectivement, lorsque les adolescents vont mal et disent qu'ils veulent être pour des filles, qu'elles veulent être un garçon ou un garçon, une fille, ils vont consulter des services spécialisés. Et ces services spécialisés pour que ça puisse entrer dans cette catégorie, effectivement, font le diagnostic de dysphorie de genre. Donc, c'est un peu pour ça que nous avons pensé qu'il faudrait peut-être que c'était mal nommé, en tout cas le malaise de ces adolescentes, parce que nous parlons effectivement beaucoup des filles. Hein. Il va être question beaucoup de filles, de très jeunes adolescentes entre 13 et, on va dire, 13 et 18 ans. Et voilà, nous avons pensé qu'il faudrait peut-être changer en tout cas nommer autrement et de manière beaucoup plus juste parce que ces filles-là ne sont pas dysphoriques de genre. D'ailleurs, elles ne sont pas plus trans que d'autres, elles vont tout simplement mal. Alors, encore une fois, nous ne parlons que des mineurs, ça c'est très important, puisque les personnes adultes ont parfois mûrement réfléchi leur transition, etc., ce qu'on va appeler donc les personnes transgenres, que nous n'avons absolument aucun avis. Les personnes adultes font ce qu'elles veulent. Je sais qu'il y a en ce moment avec le livre Transmania, voilà, une remise en question de ce que c'est que la transidentité, mais nous ne rentrons pas dans ce débat-là. Nous parlons uniquement des mineurs. Pourquoi? Parce que nous les voyons, ces mineurs, nous voyons ces adolescents, nous voyons les parents, nous les entendons. Ces filles, pour je ne sais pas combien de pourcentage ne le sont pas, mais en tout cas, celles qu'on voit et dont on a les témoignages par d'autres collègues aussi, ne sont pas trans. Donc, c'est un peu ça qui nous a alertés, c'est que ces filles vont mal. Voilà, elles présentent d'autres, ce qu'on appelle des comorbidités ou plus simplement des morbidités, tout simplement une psychopathologie plus ou moins importante, allant de la dépression ce qu'on appelle l'anxiodépression, aux troubles du comportement alimentaire, à l'autisme Asperger et d'autres formes de psychopathologie. Donc, c'est ça qui nous a inquiétés et c'est pourquoi nous avons alerté, donc il y a 3 ans maintenant, ça fait juste 3 ans et demi,
pratiquement, ouais, 3 ans et quelques mois. Et voilà, de cette augmentation donc importante de filles, hein, notamment, ou d'adolescents, qui vont s'identifier trans. C'est pour ça qu'on a parlé de transidentification et non pas de transidentité, puisque transidentité est un mot militant. Voilà, ce sont les transactivistes, en tout cas les associations de personnes trans défendant la cause trans, qui parlent effectivement, qui ont un vocabulaire, hein, on le voit d'ailleurs au planning familial et ailleurs, hein, ils répandent aussi cette doxa et ce vocabulaire qui parfois ne dit pas justement les choses. Voilà. Donc, concernant les mineurs, il nous a paru important d'alerter parce que ces mineurs, effectivement, adhèrent souvent aussi à ces appellations, à ces nominations, en tout cas de malaise, puisque quand ils vont mal, c'est comme ça que ça se passe, hein, puisque ces adolescents nous le disent. Comment ça se passe? Ils sont pas bien dans leur corps, ils n'aiment pas leur sein, ils ont à l'arrivée des règles, etc. Il y a un véritable malaise qu'on a pu appeler aussi dysphorie pubertaire ou détresse pubertaire et aujourd'hui angoisse de sexuation pubertaire. C'est la nouvelle expression que nous proposons. Et ces filles vont sur Internet où on parle à des amis. Et on leur dit, alors plutôt sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas bien dans ton corps, c'est que tu es un garçon. Ou alors c'est que tu es trans, ou alors c'est que tu es transgenre. Voilà, c'est un peu comme ça, hein. Maintenant, on a voilà suffisamment de témoignages pour savoir comment les choses se passent. Mais alors ça, c'est pas quantifié évidemment, parce que dans les services spécialisés, ils vont vous dire mais non, c'est absolument marginal, il y en a très peu, etc. Oui, certainement, ce que eux voient, ce sont des cohortes, ce sont des cohortes, c'est-à-dire des patients qui vont venir, qui vont aussi servir à des cohortes de recherche, hein, et qui vont donner des chiffres. Et les chiffres ne correspondent pas non plus à la réalité. C'est que ce sont des chiffres qui vont correspondre aux patients qui viennent les voir dans les services spécialisés. Mais tous les adolescents ne vont pas dans les services spécialisés. Ils peuvent aller au planning familial, ils peuvent aller en libéral, et parfois ils vont nulle part. Ils vont simplement dire qu'ils veulent prendre des hormones. Alors, il y a une résistance des parents, euh, parfois pas, et ils vont peut-être pas les prendre tout de suite. Mais ce qui nous inquiète, c'est le discours. Et voilà, ce qui nous inquiète aujourd'hui, ce sont les discours qui peuvent entraîner effectivement des actes, c'est-à-dire une médicalisation parfois trop précoce de ces adolescents ou parfois même de ces jeunes adultes. On dit qu'on ne parle pas des mineurs, mais c'est vrai qu'on a été alerté quand même par les parents de la fragilité aussi de certains mineurs entre 18 et 25 ans, qui sont parfois aussi diagnostiqués soit grave dépression, soit TSA, c'est-à-dire trouble du spectre autistique. Là, il y en a beaucoup, il y a 30% à peu près de jeunes qui présentent des troubles du spectre autistique et voire d'autres pathologies. Voilà, je rentre pas là ici, c'est pas peut-être pas ce qui vous intéresse en priorité, mais ce qui est intéressant, ce sont surtout le fait que ce soit des personnes fragiles, des adolescents et des jeunes adultes fragiles. Voilà, ça c'est notre domaine puisque nous sommes psy et nous nous préoccupons aussi de la santé de ces adolescents. Voilà. Alors pourquoi transidentification? C'était pour distinguer de transidentité ce qu'on appelait autrefois d'ailleurs le transsexualisme. Donc distinguer transidentification de transidentité et de transsexualisme de ce phénomène d'apparition récente d'un phénomène donc inédit d'enfants et d'adolescents qui vont s'identifier trans et souvent de manière rapide. Euh, Plus ou moins rapide. Ça peut être après avoir vu une émission, après avoir vu un vlog, une vidéo de quelques minutes, après avoir parlé à un ami, ils vont dire, bah oui, c'est que je suis garçon. Vous voyez, c'est parfois des déclarations très rapides dans l'entourage. Ça prend plus de temps, par contre, quand ils vont l'annoncer aux parents. Ça peut prendre quelques mois, voire 1 an, 2 ans, mais c'est relativement rapide. Et il est vrai que ça n'était pas la même population. Je rentre pas là non plus dans le détail de ces populations qu'on appelle trans, c'est-à-dire de personnes transsexuelles qui présentaient cette dysphorie très jeune, à 4 ans, 5 ans, en s'habillant en fille, étant très mal, en étant un garçon. C'était souvent d'ailleurs des garçons, des petits garçons qui présentaient donc ce malaise, etc. et qui depuis tout petit ne démordaient pas de l'idée qu'ils étaient des filles. C'était souvent encore une fois des garçons et faisaient ensuite leur transition. D'ailleurs, bien plus âgés, parfois adultes, parce que les personnes trans que l'on connaît, enfin la plupart ont fait des transitions à 30 ans,
40 ans, 50 ans, voire 60 ans. Béatrice Danaës le dit, c'était 62 ans, par exemple. Voilà. Donc, c'est des personnes qui disent, par contre, qu'elles ont souffert depuis très petit. Voilà. Donc là, nous, en tout cas, ce qu'on voit, ces adolescents que nous voyons, c'est pas la même population. Ce sont des adolescents qui déclenchent de manière très rapide ce que Lisa Littman, la chercheure américaine, Lisa Littman a appelé ROGD, Rapid Onset Gender Dysphoria, donc déclenchement rapide de la dysphorie de genre, et souvent par embrigadement de type sectaire, j'allais dire, par embrigadement sur les réseaux sociaux, souvent, et par les influenceurs. Et pour avoir dit ça, hein, au passage, Lisa Littman, en 2018, a eu tellement de pression de son université, l'université de Brown, qu'elle a dû démissionner, qu'elle a dû quitter l'université. Elle a créé sa propre fondation aujourd'hui, qui continue à travailler comme chercheur. Elle est gynécologue, médecin, et voilà, c'était un peu un scandale là aux États-Unis, et elle a été soutenue par quelques chercheurs qui eux-mêmes ont été attaqués parce qu'ils ont soutenu Lisa Littman, mais c'est quand même une des premières qui a alerté, et en disant attention, attention, là, ce qu'on voit, ce sont des jeunes filles. Donc en majorité, 70%, entre 70 et 80% de jeunes filles. Et elles se sont, par contagion, vous avez entendu aussi cette expression, elles se sont déclarées trans par contagion sociale. Alors, on n'a pas aimé ce mot, quand on dit contagion, ça fait penser à un virus, etc. Alors qu'on parle pas du tout de virus, c'est simplement que en écoutant leurs amis, etc., elles se disent tiens, bah, peut-être moi aussi, je suis trans, je suis un garçon, etc. C'est ça la contagion sociale. Donc Lisa Littman n'a pas dit autre chose que ça, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte à partir de témoignages de parents que ces gamines en fait déclaraient leur transitude, hein, se transidentifier effectivement par discours, par contagion de discours. Voilà. Donc ça nous a beaucoup intéressés. C'est à partir de là qu'on a fait notre livre d'ailleurs, La fabrique d'enfants transgenres. Voilà un petit peu pour circonscrire un peu le sujet. Donc, nous parlons effectivement donc de transidentification pour bien comment dire ça distinguer la transidentité, bien que je mets transidentité entre guillemets, c'est-à-dire que dans transidentité vous avez identité et ça renvoie là encore à des réductions, à une essentialisation souvent aussi et à un identitarisme qui nous pose aussi question. Là, on l'a compris récemment que transidentité, en fait, c'est une forme de transidentitarisme, tout simplement. Voilà. Et c'est un mot militant. Donc, les collègues qui utilisent ce mot, maintenant, on commence effectivement à connaître et à bien distinguer les mots et on pense qu'il faut bien nommer ce phénomène-là pour bien comprendre sur tout ce qui se passe. Voilà pourquoi transidentification, ça, c'était il y a un an à peu près, puisque nous avons écrit un article qui est paru assez vite dans une revue Impact Factor, donc une revue ACL, la revue Évolution psychiatrique, où nous avons pu parler donc de transidentification et déclenchement rapide de la dysphorie de genre, etc. Maintenant, aujourd'hui, nous avons apporté une autre idée, c'est de dire que, vous savez, bon, je rentre pas dans l'idée de l'histoire du DSM, mais les DSM apportent en ce moment des diagnostics un peu larges, que j'appelle les spectres larges, qui permet à un nombre plus important aussi de personnes d'entrer. Donc ça pose aussi problème parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes pourraient se dire dysphoriques de genre. Quel jeune n'a pas, entre ce qu'il ressent et ce qu'il est, n'a un décalage aussi entre ce qu'il ressent, c'est-à-dire ne pas aimer son corps, ne pas se sentir bien, ne pas sentir qu'il a un corps de fille, et ce qu'il est, il y a aussi un décalage. Donc on risque de faire entrer un très grand nombre d'adolescents dans le diagnostic de dysphorie de genre. Donc voilà notre prochain combat intellectuel et scientifique, c'est de dire changeons aussi cette appellation et parlons de ce qui est, c'est-à-dire angoisse de sexuation pubertaire. Voilà, la nouvelle, ça vient de sortir. Voilà, on l'a d'ailleurs conçu avec notre collègue et ami Jean Slamovitz, hein, qui est linguiste, hein, qui nous a aussi aidé à forger ce concept, puisque les Anglais parlent de gender distress. Et c'est vrai que, et voilà la question aussi qui nous pose question, c'est que ils sont en train eux aussi de parler de gender distress et plus de gender dysphoria, mais dans gender distress, vous avez genre. Et la traduction française, effectivement,
effectivement, risque aussi de créer là encore, risque de biffer la question du sexuel et de la sexuation. Et c'est pour ça qu'on revient à la question de la sexuation pour pas parler de genre. Voilà. Parce qu'en français, genre, comme vous le savez, n'a pas la même définition que genre en anglais, qui genre implique, contient la question du sexuel, là où en français, hein, on a, comme je dis toujours, le genre, c'est un cache-sexe, et on risque effectivement d'annuler aussi la question sexuelle ou sexuée, et on sait qu'à l'adolescence, c'est important. Voilà un petit peu le contexte. Alors, rapidement, avant de passer la parole à Caroline, je voudrais, le rapport, alors, avant le rapport, juste vous montrer quelques images. Je peux faire un écran partagé? Oui, hein, je crois que c'est bon. Je ne sais Et je, pas. pardon? Oui, je ne sais pas. On peut essayer, Euh, sinon Frédéric Pierron nous dira. Oui, c'est bon, je crois. Voilà. Alors, juste vous montrer quelques. Alors, juste vous montrer quelques témoignages. Là, vous trouvez dans Rebelle de genre. Donc voilà, par exemple, une jeune. Là, c'est une majeure. J'ai 25 ans. Je suis détransitionneuse. Pendant 7 ans, je me suis identifiée comme un homme. J'ai pris de la testostérone pendant 5 ans. Je vous montre ça parce qu'elle avait donc 20 ans, donc très jeune, et j'ai fait une mammectomie avant de réaliser que c'était une erreur. Voilà. Donc nous avons aussi ce phénomène aujourd'hui de détransition, hein, ce qu'on appelle les détransitionneurs qui reviennent en arrière, d'où aussi notre inquiétude d'adolescents ou de très jeunes majeurs, 18 ans, 19 ans, qui risquent aussi de faire une transition trop tôt et de regretter après. Puisqu'il n'y a pas du tout 1%, c'est un chiffre qui bouge d'ailleurs pas chez eux, c'est toujours 1%, c'est-à-dire en gros, il y a rien, il y a aucun problème. Or, 1% est un chiffre idéologique et volontairement brandi pour minimiser les détransitions, alors que des études viennent de paraître pour montrer, on ne sait pas précisément, mais on est plutôt entre 8% et 30%. Effectivement, c'est assez large, mais on n'a pas de chiffre précis. Le temps va nous montrer que celles qui ont transitionné en 2020, c'est-à-dire Covid, période Covid, hein, qui a beaucoup marqué ces adolescents, 2020, 2021, 2022, qui avaient peut-être 15, 16, 17, 18 ans, il se peut que ces jeunes détransitionnent aussi aujourd'hui et dans les 4, 5, 6 ans à venir. Voilà, donc le chiffre va forcément augmenter. Je voulais juste vous montrer, mais rapidement, parce que j'aime pas forcément exposer ce genre de choses, mais voilà ce que c'est, ce qu'on appelle une mastectomie. C'est donc des personnes qui exhibent aussi, c'est pas du tout c'est sur les réseaux sociaux. Voilà ce que sont aussi les influenceurs, c'est des personnes qui montrent les résultats donc de leurs opérations et qui montent une barbe. C'est des filles, hein, ce sont des filles donc transidentifiées, voilà, etc. Bon, là pour j'avais fait un peu, c'est vrai que ça fait penser aux stigmates, etc. Je passe, c'est juste une hypothèse que j'ai toujours pas travaillé, mais peut-être avec d'autres, ça serait intéressant sur les stigmates. J'avais appelé ça postmoderne. Et là, juste vous montrer quelque chose. Donc dans le sondage Ipsos, alors pour vous montrer aussi pourquoi c'est inquiétant, parce que ce chiffre de 11%, donc c'est un sondage d'opinion, hein, on est d'accord, il n'y a rien de scientifique, c'est un sondage d'opinion, mais qui montre quand même quelque chose qui va corroborer une autre enquête aux États-Unis, que, regardez, vous avez 11% de jeunes d'une classe d'âge, classe d'âge, donc génération Z née après 97, qui s'identifient, hein, il faut dire ce mot-là, s'identifient non-binaires ou transgenres. Donc 3% de transgenres et 8% de non-binaires et autres. Bon, non-binaires, ça supposerait qu'ils font pas d'opération parce qu'un jour ils sont femmes et un jour ils sont hommes, ou alors ils sont ni l'un ni l'autre. Bon, mais ça c'est variable, c'est plutôt fluide, ou alors gender fluide, etc. Autre, c'est gender fluide, voilà. C'est quand même beaucoup, ça correspond donc vraiment à une classe d'âge, hein, de 20, donc celles nées après, qui ont aujourd'hui entre, on va dire, après 97, donc qui ont au maximum 25 ans, hein. Voilà, ça c'était aussi, je voulais vous montrer. Et juste une chose pour vous montrer des chiffres. Donc là, c'est vous montrer ce chiffre-là. Donc là, l'augmentation. Pourquoi nous parlons tous d'une augmentation exponentielle? J'utilise de moins en moins exponentielle parce que je trouve que c'est pas précis. Je préfère de parler d'une augmentation importante, un facteur 10 ou 20, etc. Et là, là, par contre, ce sont des chiffres très exacts et assez
assez impressionnant, c'est le fameux gîte. Vous avez entendu parler si vous êtes sur la liste de l'Observatoire, puisqu'il a fermé. On peut tout à fait parler d'une catastrophe, d'une véritable scandale sanitaire, éthique, scientifique, clinique et médical. C'est le gîte qui vient de fermer, effectivement, et vous avez entendu parler du rapport CAS. Donc voilà, nous parlons bien d'une augmentation très importante à partir, regardez, de 2017-2018. Et beaucoup plus, regardez, le Covid a fait effectivement l'après-Covid, donc 2020-2021, et c'est là que ça monte, et c'est là que ça explose parce qu'ils ont tellement de demandes qu'ils savent plus quoi en faire. Et là, tout explose au gîte. Voilà, c'était juste quelques diapos et vous dire, alors le rapport, puisque on est là pour parler effectivement du rapport au Sénat. Donc le rapport, ce qui s'est passé, donc c'est que le groupe LR, donc au Sénat, le groupe des sénateurs majoritaires, donc au Sénat, nous a demandé d'être experts pour un rapport sur ce sujet-là, s'inquiétant eux-mêmes de l'augmentation importante de ces jeunes et surtout de ce qu'on a annoncé dans la presse, hein, puisqu'il y avait beaucoup. Donc, ils ont demandé quelque chose de plus précis et plus sérieux qu'uniquement des opinions, etc. Et nous avons donc engagé un rapport, ce on appelle un rapport d'audition. Donc c'est un rapport, c'est une synthèse des auditions. Et nous avons donc réalisé 67 auditions d'experts français, mais aussi internationaux. Et ça, c'était quand même un plus et un point très fort du rapport. Nous avons auditionné les pays qui sont revenus en arrière, dont la Suède, la Finlande, la Norvège, etc. Et effectivement aussi les États-Unis, puisque actuellement aux États-Unis, c'est plutôt une bataille politique, puisque les États qui reviennent, qui interdisent actuellement qui interdisent la médicalisation des mineurs sont des États où il y a eu un vote et notamment ce sont plutôt des États républicains. Il y a un État démocrate sur les 23, il y en a 23 donc et un démocrate qui ont donc interdit la médicalisation des mineurs donc qu'ils appellent eux mineurs trans. Hein. Donc moi pareil, dès qu'on dit mineurs trans, moi je trouve qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que bon, je vais le poser sous forme de question, est-ce qu'on peut être un enfant ou un adolescent trans? Voilà, c'est une question que nous posons. Nous avons, en tant que cliniciens, nous disons qu'effectivement, ça pose des questions. Voilà. Donc, nous avons interrogé et auditionné 67 personnes, alors des scientifiques, donc des chercheurs, des médecins, des hospitaliers, de tous bords, c'est-à-dire les pour, les contre, c'est-à-dire euh, ceux qui reçoivent ces jeunes, donc les services dits transidentité ou identité sexuée, où il y a plusieurs nominations, parfois ce sont des consultations à l'intérieur de services pédopsychiatriques. Hein. Donc là, ceux qu'on a auditionnés, ce sont les services parisiens. Il y a 5 consultations, nous en avons auditionné 3, 4 même parce qu'on a auditionné aussi l'hôpital Necker qui eux s'intéresse plutôt aux ce qu'on appelait les intersexes et aujourd'hui les DSD, les variations, et VSD même, ceux qui ont des variations, parce qu'on n'a plus le droit de dire intersexe, ont une variation dans le genre, c'est-à-dire c'est des enfants qui naissent avec une malformation. Alors on n'a pas aussi le droit de dire malformation, je sais plus ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, mais en tout cas, ces personnes, ces équipes médicales ont aussi beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que ces équipes n'ont plus, eux, le droit d'opérer ces enfants parce que ces enfants avaient des malformations. C'est-à-dire qu'ils avaient les caractéristiques à la fois de mâle et femelle, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voilà avoir des organes génitaux à la fois mâles, parfois avec une dominance de l'un, une dominance de l'autre. Et à l'époque, enfin avant ces circulaires là, on opérait pour soit les rendre leur aller dans le sens de l'identité, en tout cas du sexe biologique femelle, je sais même plus comment dire les choses, parce qu'on a le droit au parler, soit mâle. Voilà, donc c'était classique, on opérait très jeune, enfin bébé, hein. Et là, ils ont plus le droit d'opérer c'est aussi j'allais dire une influence aussi transactive, c'est de dire laissons-les décider de leur identité de genre. Donc, vous n'avez plus, ça faire violence que de les opérer, laissez-leur décider eux-mêmes ce qu'ils veulent être.
Voilà un peu le discours. Donc, ils sont venus nous parler parce qu'eux-mêmes ont des difficultés, parce qu'ils ont quand même des parents qui sont très inquiets et parfois très mal parce que ils ne peuvent pas opérer. Voilà. Donc, et nous avons voulu aussi montrer que ça n'a absolument rien à voir avec les adolescents qui s'identifient trans. Ça n'a absolument rien à voir. Mais tout a été confondu, là aussi, par la langue transactiviste. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Voilà. Donc, tous les services ont été, enfin, des services qui sont plutôt sur notre ligne avec des pédopsychiatres qui pensent qu'il faut attendre. Nous, notre discours, c'est dire qu'il faut donner du temps au temps et attendre simplement pour que ces jeunes prennent une décision mûrement réfléchie, plutôt à l'âge adulte. Voilà. Et donc, des pédopsychiatres sont venus nous parler et nous avons aussi auditionné des associations de parents, les parents qui sont pour la transition de leur enfant et des parents qui sont absolument opposés à la transition mineure. Voilà, nous avons entendu un peu, nous avons des voix diverses et aussi des personnes donc trans, à la fois les personnes trans qui ont des associations dites transactivistes, hein, qui sont actifs pour la cause, hein, c'est tout ce que ça veut dire transactiviste, et par contre des collectifs qui sont opposés à la transition des mineurs, qui sont eux-mêmes des personnes trans, qui disent, nous, on a pris du temps avant de décider et que c'est un long cheminement. Donc, voilà, laissez-les réfléchir. Voilà un petit peu. Et nous avons auditionné les féministes. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Et à partir de là, nous avons proposé des préconisations. Et je vais laisser Caroline parler des préconisations. Merci. Bien, donc je vais prendre la suite. Je voudrais juste replacer ce rapport dans un contexte international Mm. suivant. Dans la majorité des pays européens, dans tous les pays européens qui ont à ce jour modifié leurs préconisations, ce sont toujours les médecins qui étaient eux-mêmes en charge de ces services dits de genre, qui ont sonné l'alarme. Alors, comment ils ont sonné l'alarme, en particulier en Finlande et en Suède, qui sont les pays précurseurs, les protocoles qu'ils appliquaient étaient censés apporter le bonheur, la joie, être réversible, etc., etc. J'exagère à peine. Et à l'usage, très rapidement, certains médecins se sont aperçus que ce n'était pas exactement ce qui se passait. Et à ce moment-là, ces médecins qu'on va qualifier de non idéologisés ont fait ce que l'on fait toujours en médecine, à savoir quand un traitement n'apporte pas les preuves qui sont attendues, remettent en question les dits protocoles. Ils ont eu énormément de mal à imposer leur vision aux services de santé de ces différents pays et finalement c'est arrivé. Je parle là de la Finlande, principalement de la Finlande et de la Suède et également ensuite du Danemark. En opposition à ça, aux États-Unis, aucun médecin des services de genre n'a remis en question quoi que ce soit. Et ce sont les politiques qui se sont emparés de cette affaire. Comme Céline l'a dit, hein, dans un certain nombre d'États, principalement républicains, c'est par la loi que sont passées les interdictions. Alors les interdictions de quoi? Les interdictions de prescrire des hormones, des bloqueurs de puberté et des hormones croisées aux mineurs. Donc on voit là vraiment une grande différence d'approche. Et il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, il y a, alors ça devient effectivement un scandale judiciaire, mais à deux titres. Vous avez d'une part des jeunes qui ont transitionné, des filles qui ont subi des mastectomies et qui effectivement vont porter plainte, mais vous avez aussi des médecins qui portent plainte contre ces lois qui ont été votées. Donc vous avez, un scandale judiciaire des deux côtés. Voilà. Donc en France, nous, on est curieusement, on peut dire curieusement, les médecins les médecins dits transaffirmatifs, c'est-à-dire ceux qui dirigent les services qui accueillent ces jeunes, n'ont à ce jour, à notre connaissance, et nous les avons auditionnés, n'ont absolument pas remis en question les pratiques d'une manière un petit peu curieuse, c'est-à-dire qu'ils nous disent
en fait, nous, on fait tout bien. Vous nous dites que les bloqueurs de puberté, c'est dangereux, mais en fait, on n'en donne pas beaucoup. Vous nous dites que les hormones croisées, c'est dangereux, mais en fait, on fait très bien. Voilà. Et donc, ils estiment qu'on n'a absolument rien à dire sur leur pratique parce qu'ils font tout bien. Ce à quoi on leur a posé la question en disant, écoutez, vous faites certainement très bien, mais il se trouve que vous n'êtes pas la France entière. Et comme Céline vous l'a dit précédemment, les jeunes ne vont pas que dans ces services, loin de là. Ils vont en ville, ils vont dans différents endroits, voire se procurent des hormones sur Internet ou autre, et que donc, effectivement, on peut penser que le cadre dans lequel sont suivis ces jeunes pose problème. Donc voilà, en France, les médecins, jusqu'à ce jour, n'ont pas réagi et nous ont considérés comme vraiment des gens absolument nuls, qu'on n'avait rien à faire là-dedans, qu'on n'y connaissait rien, etc. Sauf que, sauf que pendant toute cette période, nous avons été bien entendu confortés par toutes les décisions qui étaient prises dans ces différents pays. Et d'ailleurs, nous sommes en lien avec tous ces gens qui font un travail, il faut le dire, assez exceptionnel. Voilà. Donc, en France, c'est les politiques, enfin, un groupe politique, parce qu'on ne peut pas dire les politiques, mais aux États-Unis, ce n'est pas non plus les politiques, c'est un groupe politique qui a décidé de prendre les choses en main. Alors, au terme de tout ça, une proposition de loi va être soumise au vote le 28 mai, mais pour nous qui avons énormément travaillé sur les préconisations, évidemment que c'est extraordinaire qu'on en arrive à la proposition de loi, mais nous trouvons qu'elle est extraordinairement réductrice, et c'est bien normal par rapport aux préconisations que nous avons faites, que je vais vous donner, parce que finalement, on parle beaucoup du rapport, etc., mais on a rarement l'occasion de dire, mais finalement, ça aboutit à quoi? Et donc, on a élaboré des préconisations, d'une part dans le domaine scientifique et médical, et d'autre part dans le domaine scolaire et administratif, qui est un autre sujet évidemment très important. Donc, je vais vous citer ça rapidement. Et peut-être en le commentant un tout petit peu. Le point numéro 1, ça aurait été d'imposer l'évaluation et le diagnostic par des équipes pédopsychiatriques de proximité. Alors, je ne sais pas si vous comprenez que derrière cette formulation, il y a l'idée que ces jeunes qui très majoritairement présentent des troubles associés ne doivent pas aller directement vers les services de genre, mais doivent être reçus, comme sont tous les jeunes en difficulté, par les services de pédopsychiatrie. Sachant que la pédopsychiatrie est quand même pas dans un très bon état, ça c'est encore un autre sujet. Point numéro 2, prévoir en première intention une prise en charge psychiatrique et ou psychothérapeutique pour l'enfant et pour sa famille. Troisième point, si la détresse liée au genre perdure depuis la petite enfance, ça c'est les enfants dont vous a parlé un petit peu Céline, et que le jeune ne présente aucun trouble psychopathologique associé, dans cette seule situation, adresser le mineur vers un service spécialisé de l'incongruence de genre. Donc vous voyez que notre idée, c'est de vider ces services, c'est de vider ces services de ces jeunes adolescents dont nous pensons que la très très grande majorité n'est pas trans, et de réserver ces services effectivement à cette toute petite minorité qui a toujours existé de tout temps et dans tous les pays d'enfants très jeunes qui se déclarent trans et qui vont aller jusqu'au bout. Un des points, à la suite de ça, un autre point extrêmement important qui est l'interdiction de la prescription de bloqueurs de puberté aux mineurs. Dans cette indication, puisque évidemment il y a d'autres indications, l'interdiction de la chirurgie dite de réassignation sexuelle aux mineurs. On nous dit toujours, mais il n'y a pas de chirurgie pour les mineurs, on ne pratique pas, etc., ce qui est faux, comme vous l'avez vu déjà sur les réseaux sociaux, mais nous savons très bien qu'il y a des jeunes filles principalement qui se font ôter les seins, qui effectivement la seule intervention prévue pour les mineurs. Le point suivant, c'est l'interdiction de la prescription et de l'administration d'hormones croisées à tous les mineurs.
Donc, on reporte cette prescription à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, habituellement, d'après ce que nous savons, c'est à partir de 16 ans. Et enfin, nous préconisons de prévoir un accueil spécifique à l'hôpital pour les personnes qui souhaitent détransitionner et favoriser aussi la recherche pour ces personnes qui sont actuellement un petit peu dans la nature et tout à fait démunies. Et enfin, nous préconisons, dans le domaine de la recherche, la revue systématique des données fondées sur des preuves, à l'instar des pratiques de l'evidence-based medicine qui est appliquée dans tous les autres domaines de la médecine. Voilà, ça, ce sont les préconisations dans le domaine scientifique et médical. Nous nous sommes également intéressés au domaine scolaire et administratif, avec le point numéro 1, qui serait d'abroger la circulaire Blanquer. Alors, la circulaire, je pense que ça va faire du bruit, la circulaire Blanquer, 29 septembre 2021, pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Pourquoi faudrait-il l'abroger? Parce qu'elle crée un régime d'exception pour les élèves transgenres et la circulaire, nous pensons qu'elle remet en cause les principes de neutralité et d'égalité au sein de l'institution scolaire. C'est-à-dire, en réalité, par exemple, un seul exemple, le fait que des mineurs puissent demander à changer de prénom d'usage à l'école va absolument à l'encontre du fait que dans la loi, on ne peut simplement pas changer de prénom. Et donc, il s'agit d'une situation d'exception et on peut être à peu près sûr qu'il y aura évidemment d'autres demandes d'exception pour les enfants qui se sentent trop gros, ceux qui se sentent trop maigres, etc., etc. Donc, pourquoi faire un régime d'exception pour les enfants qui se disent trans à l'école? Alors, ça a un autre inconvénient, que je ne vais pas développer ici, mais qu'à partir du moment où ils se sont déclarés trans à l'école, ça devient, qu'ils l'annoncent à tout le monde, que tout le monde joue le jeu, car c'est un jeu, c'est une fiction, ça devient très difficile, ça devient encore plus difficile pour eux de revenir en arrière s'ils le souhaitaient. Ça devient très compliqué. Donc l'idée, ça serait de remplacer la circulaire par une note de service, car le principal but de la circulaire Blanquer, c'était de sécuriser les personnels de l'éducation nationale, de changer le vocabulaire, de désigner ces enfants comme des enfants en questionnement de genre et de ne pas parler d'enfants trans. Et donc, ça permettrait d'aider les personnels à se positionner très clairement dans le respect des lois existantes et en restant neutres. Et donc, l'idée, c'est également de veiller au respect par l'éducation nationale de l'état civil et du prénom de l'enfant. Si cette demande de changement de prénom, si elle a été actée à l'état civil, bien évidemment, l'école va la prendre en compte, mais tant que ce n'est pas acté à l'état civil, il conviendrait que l'école ne fasse pas de prénom de changement à la demande des jeunes, étant précisé qu'en France, l'accord des parents est indispensable, mais que les associations transactivistes demandent que l'accord des parents ne soit plus demandé. Il s'agit également de protéger les espaces non mixtes. Il s'agit donc des sanitaires, des douches, des vestiaires dans les établissements scolaires, parce que ça pose des questions un petit peu compliquées à résoudre. Il s'agit également d'interdire, et ça c'est très important, d'interdire l'intervention auprès des élèves dans les établissements scolaires des associations qui ne respectent pas le principe de neutralité de l'éducation nationale. En clair, il s'agit des associations transactivistes qui sont agréées par l'éducation nationale et qui viennent surchauffer les jeunes à partir de la maternelle, mais principalement au collège et au lycée. Il s'agit également, nous avons préconisé de mettre en place une veille au sein du ministère de l'Éducation nationale sur le contenu des manuels scolaires qui sont mis à la disposition des enfants et des adolescents concernant l'identité sexuelle dans un principe de neutralité de l'école. Et enfin, nous avons préconisé de prévoir que les formulaires administratifs, actes, questionnaires, documents
qui sont diffusés par une personne publique ou une personne privée agissant dans le cadre d'une délégation de service public ne puissent comporter que la mention de sexe masculin et féminin. Voilà, si tout ça arrivait, on serait vraiment contente. Mais même s'il n'y a que quelques préconisations qui sont reprises, ou en tout cas sur lesquelles maintenant les gens pourraient s'appuyer, on serait déjà évidemment très contente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la proposition de loi, elle, qui donc va être très probablement, enfin qui va être présentée au Sénat, très probablement votée par les sénateurs, puisque les LR sont majoritaires et qu'ils ne seront probablement pas les seuls à la voter, concerne uniquement l'interdiction, et c'est déjà énorme, hein, l'interdiction des bloqueurs de puberté dans cette indication, l'interdiction des hormones croisées avant l'âge de 18 ans et l'interdiction de toute chirurgie dite de réassignation avant la majorité. Et ces interdictions sont suivies de toutes les pénalités qui pourraient survenir si la loi n'était pas respectée. Voilà où nous en sommes. Alors, dans les jours qui viennent, Mediapart va sortir un article pour démolir le rapport. Et donc, voilà, nous l'attendons avec impatience. Demain matin. Oui, demain. Voilà. Donc, vous pourrez savoir tout le mal que Mediapart, LFI, etc. pensent de ce rapport. Alors, si vous voulez, c'est tout à fait extraordinaire parce que les personnes qui démolissent le rapport, qui peut certainement être critiqué, mais il faudrait le critiquer quand même avec des arguments autres que de dire que nous sommes transphobes, voire génocidaires, puisqu'il ne faut pas reculer sur les mots, ne tiennent absolument pas compte, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, de l'ensemble des modifications qui ont eu lieu dans les pays d'Europe que je vous ai cités, et surtout, et je dois dire que pour nous c'est extraordinaire, ce qu'on appelle le rapport CAS, qui est sorti il y a maintenant une quinzaine de jours, et qui est donc un rapport indépendant anglais d'une pédiatre qui s'appelle Hilary Cass, enfin, c'est une étude qui a duré pendant 4 ans sur les pratiques qui ont eu lieu en Angleterre, qui démolit radicalement tout ce qui s'est passé, mais ses préconisations sont exactement les mêmes que les nôtres. Donc c'est tout à fait extraordinaire qu'en voulant démolir notre rapport ou tout ce qu'on peut dire, ils ne tiennent absolument aucun compte de ce qui se passe dans tous les pays concernés. Voilà où nous en sommes.